On se lance un petit peu de bonheur cette fois-ci, déjà dans la chronique Voyage au cœur de l'histoire avec Jean-Philippe Croteau. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on se lance dans une partie d'histoire que j'avoue, je connais pas très bien, mais que je suis intéressée à en savoir davantage. Et ça, c'est la Grande Paix de Montréal. La date ici, c'est 1701. Oui, donc ça date exactement. quand même, là. Oui. C'est un événement très important qui remonte à très longtemps. Puis bon, j'ai choisi d'en parler parce que bon, on est dans la semaine de vérité et réconciliation. Oui. Et c'est un événement un peu oublié. Et souvent, vérité et réconciliation, puis je comprends ça. Ça rime souvent avec une période douloureuse, des expériences très dures avec l'oppression, le génocide culturel, tout ça. Mais dans notre histoire avec les Autochtones, il peut avoir des éléments positifs. Il y a eu aussi des alliances, des partenariats. Et bon, j'ai décidé de parler un peu de cet aspect-là moins connu, et notamment la Grande Paix de Montréal, qui, je crois, dans l'histoire des Amériques, dans l'histoire des relations entre autochtones, non autochtones, c'est quand même quelque chose d'assez unique, d'assez extraordinaire. C'est ça. Alors parlons de pourquoi c'est un événement important dans l'histoire. Donc, cet événement-là a été très important parce que ça va être une rencontre qui a lieu à Montréal. Le gouverneur de la Nouvelle-France, Louis-Hector de Calière, invite 39 nations autochtones à négocier avec les Français pour signer un traité de paix durable. Il va y avoir 1300 Autochtones qui viennent des Maritimes, des Grands Lacs, du Midwest américain et qui viennent à Montréal pendant plusieurs semaines pour négocier. Et parce que j'imagine que c'était un temps de tension aussi. Oui. Ouais. Il y avait des guerres depuis le 17e siècle. Okay. Et quand on pense que Montréal, c'est 1200 habitants, et là, on voit arriver 1300 autochtones. Et les gens étaient fascinés, mais en même temps, probablement apeurés. Donc, c'est fort comme image, là, ça aussi. Et ce qui est très intéressant, les Français vont avoir recours aux règles diplomatiques autochtones. Donc, c'est pas eux qui ont le rapport de force, c'est eux qui veulent la paix avec les Autochtones. Donc, ils vont signer un traité de paix comme le faisaient les Autochtones, selon leurs usages. Et ça, c'est unique dans l'histoire de l'Amérique. En général, les puissances européennes imposaient aux Autochtones leur volonté. Là, on est dans autre chose. C'est les Français vont, d'une certaine façon, entre guillemets, indianiser les processus diplomatiques. Ils vont faire autrement, ils vont faire à la manière autochtone. D'accord. Mais mettons-nous dans ce contexte-là, pourquoi est-ce que cette rencontre a eu lieu? Qu'est-ce qui se passait à ce temps-là? En fait, le début de l'histoire, c'est vraiment en 1609, quand Samuel de Champlain fait une alliance avec les Algonquins, les Anishinabés, et les Montagnais, qu'on appelle les Inuits, contre les Iroquois, qui étaient les Haudenosaunee, et qui étaient les ennemis des Anishinabés et des Inuits. Et les Anishinabés, les Inuits demandent aux Français, venez nous donner un coup de main contre nos ennemis héréditaires. Et donc, il va y avoir une bataille, et à partir de ce moment-là, les Français se retrouvent les ennemis des Haudenosaunee, et donc qui sont aussi les alliés des Anglais. Et donc là, on se retrouve dans une guerre coloniale, et donc ça va être des conflits extrêmement meurtriers de part et d'autre. Et les Français, à la fin du 17e siècle, veulent sortir de ça parce que eux, ce qui les intéresse, c'est le commerce des fourrures, mais avec la guerre, pas de commerce de fourrure. Pour faire le commerce, il faut faire la paix. Donc, les Français ont deux objectifs. Rétablir la paix, notamment avec les Iroquois, et surtout avoir la paix pour pouvoir faire le commerce des fourrures. C'est ça, parce que je pense que la traite de fourrure, c'était probablement la ressource la plus recherchée à ce temps-là. Hein? C'est la seule. L'économie de la Nouvelle-France, elle est mono-économique. Et donc, plus on pratique la traite des fourrures, ce qui implique de tuer les bêtes à fourrure, plus le territoire se vide. Il faut un territoire immense. Et les Français veulent avoir un accès
toujours plus grand, mais pour ça, il faut qu'ils s'entendent avec les tribus autochtones. C'est ça. D'où l'idée d'inviter toutes les tribus, toutes les nations, les 39 nations. C'est ça. Puis ça inclut les Haudenosaunee. Voilà, les Haudenosaunee ou les Iroquois, qui sont les grands ennemis des Français parce qu'ils sont les alliés des Britanniques. Et à une époque, le roi de France pensait même fermer boutique avec la colonie de la Nouvelle-France tellement les attaques des Haudenosaunee étaient extrêmement violentes. Ils ont failli prendre Montréal. Et donc, c'est des climats, c'est vraiment un climat de terreur qui règne dans la colonie française. Et donc, le gouverneur de Calière veut régler la question une bonne fois pour toutes. Mais là, les Haudenosaunee, comme tu disais, ils étaient alliés avec les Britanniques. Mais comment ça se fait qu'eux, ils étaient prêts à faire la paix avec les Français? Parce que les Français ont eu un gouverneur très dynamique avant de Calière qu'on appelle Frontenac. Et lui, il faisait la guerre de la même manière que les peuples autochtones. Okay. Et il a fait plusieurs raids sur le territoire des Haudenosaunee et brûlé leur village, ce qui a créé des famines. Il les a affamés. Ils ont perdu beaucoup de guerriers. Et en France, il y a eu le traité... En Europe, il y a eu le traité de Ryswick entre la France et l'Angleterre. Et là, l'Angleterre peut plus vraiment aider ses alliés autochtones. Et les Haudenosaunee sont très affaiblis. Et donc, ils voudraient avoir accès aussi eux aussi au commerce des fourrures qui est très contrôlé par les Français. Et donc, ils sont dans une position un peu plus vulnérable et donc prêts à négocier une entente avantageuse avec les Français. C'est ça. C'est souvent le cas quand on arrive à cette situation-là. Oui. Comment ça se passe, les négociations, finalement? Donc, comme j'expliquais, Hector de Calière invite 39 nations autochtones à se rendre à Montréal. La population de Montréal est seulement 1200 personnes. Donc, il y a 1300 autochtones qui viennent à Montréal, donc, il faut comprendre, les Haudenosaunee sont une confédération de 5 tribus. Il va y avoir, ou 5 nations. Il va y avoir 4 nations qui vont se rendre à Montréal. Et donc, c'est une ambiance extrêmement festive parce qu'on va là pour négocier, mais on va là pour faire du commerce aussi. Donc, il y a des discours, il y a des fêtes, il y a des échanges commerciaux et évidemment, on va négocier. Ben, c'est ça. Puis on veut charmer aussi, puis on veut la paix. Donc, on veut avoir la conclusion qu'on cherche. Donc, ce qui est très important dans la culture autochtone, c'est les discours, c'est l'éloquence. Et donc, il va y avoir énormément de discours. Et les Français savent aussi, ce qui est important pour sceller une alliance, c'est des cadeaux. Il faut offrir des cadeaux à nos hôtes. Donc, les Français ont préparé beaucoup de cadeaux, donc ils vont donner, ils ont dépensé beaucoup pour donner des cadeaux pour justement convaincre les Autochtones de signer la paix avec eux. C'est ça, pour moi apaiser un petit peu la tension qui était sûrement là. Y a-t-il eu un moment clé qui a vraiment tourné les négociations? Oui, il y a un personnage qui est un Huron. Donc, les Hurons maintenant habitent pas loin de Québec, qu'on appelle aussi les Wendat. Et il s'appelle Kondiaronk et qu'on surnommait le rat. Donc ça peut nous paraître assez insultant comme surnom, mais c'était un habile chef de guerre, très rusé et aussi un grand diplomate. Il s'est converti au catholicisme et c'est lui qui va travailler pour les Français pour obtenir l'appui des chefs autochtones parce que notamment les Haudenosaunee veulent sont à plusieurs reprises ils veulent partir là, ils obtiennent pas ce qu'ils veulent et ils sont pas contents et ils veulent repartir et donc Kondiaronk va faire un fameux discours extrêmement éloquent. Et c'est ça qui est un peu le tragique de l'histoire, c'est qu'il y a beaucoup d'Autochtones qui sont à Montréal, ils sont en contact avec les Français et donc ils vont attraper des maladies contagieuses, il va y avoir des épidémies et Kondiaronk va mourir et le gouverneur Calière va organiser des funérailles très fastueuses dans la basilique Notre-Dame, dans l'église Notre-Dame de Montréal et le lendemain, le traité est signé et c'est comme si pour beaucoup d'Autochtones, la mort de Kondiaronk faisait que c'était un sacrifice ultime. Et là, on s'est dit, tout le monde s'est dit, on va signer.
C'est ça. Alors, le traité a été signé. Quelles étaient les clauses qu'on retrouvait là-dedans? Les Français ont misé beaucoup et ils ont gagné beaucoup. Pour eux, c'est un chef-d'œuvre diplomatique. Donc, la paix est signée avec les 39 nations. Wow. Donc, ça permet ensuite de se consacrer au commerce des fourrures. C'est prévu que les Français peuvent aller s'installer sur les territoires des différents peuples autochtones pour construire des postes de traite et donc ça permet les Français ont accès à un immense territoire pour faire le commerce de la fourrure, un commerce qui était aussi voulu par les peuples autochtones qui voulaient un peu l'exclusivité. Donc, les Français s'engagent à commercer avec ces peuples-là. Et donc, les postes de traite, c'est très important pour les Autochtones parce que un poste de traite français, ça assure une présence française pour le commerce, mais aussi une protection militaire pour des peuples autochtones contre leurs ennemis autochtones. Et finalement, les Haudenosaunee, donc les Iroquois, ont obtenu un petit cadeau. Donc, ils vont pouvoir commercer avec les Français et les Français s'engagent à leur livrer de la marchandise à prix réduit parce que c'était avec eux qu'on voulait faire la paix. C'est eux qui menaçaient la Nouvelle-France. Et c'est un chef-d'œuvre diplomatique parce que les Français réussissent à s'imposer comme médiateurs, comme arbitres. S'il y a un conflit entre les peuples autochtones, ils vont s'en remettre au jugement des Français. Donc, ça permet aux Français de superviser les relations entre les Autochtones et de créer une coalition commerciale et militaire à leur avantage, évidemment. Exactement. Beaucoup de pouvoir là-dedans. Oui. Mais est-ce qu'on peut dire que ça a quand même instauré une paix durable? Il va bien sûr avoir parfois il va avoir des conflits entre les Français et d'autres peuples autochtones très localisés, épisodiques, mais en règle générale, ça va être la paix pendant 50 ans. Et les Français ont obtenu ce qu'ils voulaient, surtout ils craignaient que les Haudenosaunee se rangent du côté des Anglais. Mais pendant la guerre de 7 ans, qui consacre la chute de la Nouvelle-France, les Haudenosaunee restent neutres. Okay. Et donc, ça, c'est une grande victoire. Ça, c'est une grande victoire pour les Français. Et donc, pendant 50 ans, la paix va être maintenue. Donc, c'est un grand succès. Et l'héritage extrêmement intéressant de la paix de Montréal, ce sont que les Britanniques, finalement, au tout début, vont vouloir imposer leur volonté. Il va y avoir la rébellion de Pontiac, où les Britanniques vont pratiquement tout perdre. Et donc, ils vont se rendre compte que ils ne peuvent pas se passer de la diplomatie française, donc ils vont faire exactement ce que faisaient les Français, et ça, c'est très important. Les Français ont négocié d'égal à égal, de nation à nation, avec les peuples autochtones. Les Britanniques vont être obligés, un peu malgré eux, mais finalement, ils vont voir les avantages, ils vont le faire eux aussi, pour construire de grandes alliances contre les Américains. Donc, les peuples autochtones vont lutter avec les Britanniques contre les Américains pendant la Révolution américaine, pendant la guerre de 1812. Wow! Qu'on sait que finalement, c'est les Américains qui ont remporté cette guerre-là. Oui, et ce qui est extrêmement triste, à partir de 1812, il y a un renversement des rapports de force. Et là, les Américains, les Britanniques ne vont pas négocier d'égal à égal, de nation à nation. Et là, c'est le début. Un déséquilibre. Oui, c'est un déséquilibre qui arrive, mais ça dure jusqu'en 1812. Et donc, c'est un peu les Français qui ont initié. C'est unique en Amérique du Nord quand on regarde la colonisation en Amérique du Nord. C'est cette paix-là qui a été vraiment une paix qui s'est fait d'égal à égal, de nation en nation, c'est quand même unique. Quand même. Et c'est fascinant, ça. Écoute, merci beaucoup de nous en parler. J'ai appris quelque chose de nouveau dans l'histoire de notre pays. Et si tu voulais nous proposer une trame sonore d'un film qui, je crois, parle de cet événement historique-là. Ça parle pas de l'événement historique. En fait, ça parle des missionnaires jésuites qui sont allés en territoire Rwanda, donc les Hurons, dans le coin de la baie Georgienne, en Ontario, mais ça fait référence justement à cette rencontre-là entre Français et Autochtones qui est fait de beaucoup d'incompréhension, mais aussi de complicité. Et donc, c'est le film Black Robe, Robe noire. On écoute ça. Merci encore une fois pour ta belle chronique Voyage au cœur de l'histoire.